Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Comme disait Friedrich von Hayek, il serait un mauvais économiste celui qui ne serait qu'économiste. Et vous l'avez compris, notre démarche est d'aborder l'économie à chaque fois sous un angle différent. Alors l'angle choisi aujourd'hui est celui de la big data. Alors quel intérêt ont les entreprises marocaines à investir dans ce type de technologie et quel serait l'impact éventuellement sur leur niveau de productivité, de réactivité, de flexibilité, de capacité à épouser les changements et les tendances des différents marchés ciblés par les entreprises marocaines, alors qu'il s'agisse de PME ou de grands groupes. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nabil Hafad, qui est un expert en Big Data et qui est le fondateur du groupe Archipel. Alors on vous retrouve immédiatement après le générique. Nabil Hafad, bonjour. Bonjour, Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. merci à toi. Alors, vous êtes fondateur du groupe Archipel, mais également expert en Big Data. Oui, alors j'ai la chance de gérer un petit groupe dans lequel il y a à la fois une agence de marketing digital, une société spécialisée en big data et en data science, une société de développement et bien évidemment, je travaille sur des projets qui sont liés à la big data. D'accord, donc c'est la Big Data, mais couverte intégralement selon les différents aspects. Bon, déjà, les gens entendent Big Data, on comprend Big, donc ça renvoie à volume, quantité. Exact. On comprend Data, ça renvoie à information, mais quand on met les deux ensemble, il y a beaucoup de gens qu'on perd. Voilà, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Big Data. Exact. En fait, il faut aborder le sujet avec beaucoup plus de simplicité que ce que les médias et le marketing du sujet essaient de nous faire vendre, en réalité. Depuis un certain temps, depuis maintenant 30-40 ans, les technologies, les systèmes d'information ont beaucoup évolué. Les capacités de stockage ont évolué, les capacités de traitement ont évolué, mais c'est vrai que durant ces 10 dernières années ou 15 dernières années, ça a connu une accélération quasi exponentielle. L'entreprise a toujours récupéré de la donnée, elle a toujours stocké de la donnée, elle a toujours traité de la donnée, mais elle a toujours traité de la donnée en petite quantité. En fait, qui c'est qui a amené principalement la clientèle, la sa propre clientèle, la donnée clientèle, transactionnelle, la donnée qui la concerne, sur les laquelle elle a la formulaires main. qu'on remplit. Exactement. Et c'est souvent des données structurées, des données D'accord. qui ont une certaine structuration. Et dans les bases de données, la structuration est faite a priori. Donc on a déjà structuré la base D'accord. pour pouvoir accueillir de la donnée. Et donc on alimente tout simplement On des alimente rubriques. tout simplement, exactement, un certain nombre de choses. Il se trouve et depuis toujours, je vais prendre quelques éléments composants la big data et puis on va essayer de construire la picture. Alors depuis plusieurs années, il y a ce qu'on appelle aussi l'informatique décisionnelle, qui permet de prendre des données, de les mettre quelque part, de rajouter d'autres données, de les analyser dans différentes dimensions pour pouvoir en extraire de la connaissance, pour pouvoir aussi faire de la prédiction, ainsi de suite. Et puis depuis longtemps, il y a des traitements statistiques très élaborés qui permettent de prendre des données et de faire de la prédiction, de les mélanger, ainsi de suite. Tout ça a toujours existé, mais à petite échelle. Alors, est-ce que vous pouvez par exemple concrétiser une entreprise dans un marché, comment ça se traduit exactement pour elle? Hannah, j'ai essayé de D'accord. super, mais ce que je veux juste te donner en tout cas aux C'est le auditeurs, mécanisme. c'est juste une perspective de la big data. Parce que D'accord. beaucoup de composants ont toujours existé, mais à petite échelle. Ce qui s'est passé, c'est quand vous avez un Google qui arrive dans le monde, et qui est un énorme moteur de recherche, et qui commence à brasser de grandes données. Et quelque part, lui, il a stressé les systèmes existants parce qu'il est arrivé à la limite. Il ne pouvait plus travailler avec des bases SQL, des bases prénormées. Il a fallu travailler sur un nouveau modèle de base de données qui, lui, n'a pas besoin de créer de lien a priori entre la donnée, mais il a besoin juste de stocker des masses de données et ensuite, quand on a besoin, de créer le lien a posteriori. Ça a amené ce qu'on appelle les bases NoSQL. Donc ça, c'est le premier élément fondamental qui fait qu'on peut parler de big data. Et Donc c'est des ensuite, données brutes qui sont stockées, quelle et qu'elle après soit, on de peut établir l'image, un lien du entre son, du texte, des tweets, sans aucun lien, sans aucun lien. Alors qu'avant, on avait forcément besoin de créer le lien dans la base, dans le système, pour mettre l'information. Alors que le NoSQL est arrivé pour dire, écoutez, stockez ce que vous voulez, comme vous voulez, dans les quantités que vous voulez. On verra. Nous, on est capable de les stocker. Donc ça a été peut-être un des éléments majeurs qui a accéléré le mouvement de la big data. Ensuite, Google toujours a travaillé sur une architecture de traitement de données qui permet de traiter massivement et en parallèle beaucoup de données, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, par exemple, tout système avait une limite. En gros, il était dimensionné pour des entreprises d'une certaine taille, donc il avait une limite. Au-delà d'un certain volume de traitement, le système ne tire pas. Alors lui, il est venu, il a quelque part un peu libéré des possibilités de traitement massif à par des travers capacités de stockage et des architectures. Et surtout des architectures de traitement, parce qu'il y a la base de données, il y a l'architecture qui fait qu'à un moment donné, je peux ramasser des données de masse et je peux les traiter. Et bien évidemment, la vitesse d'exécution, la capacité de traitement. Donc tout ça, si tu veux, c'est un peu ce qui a libéré, qui a donné la possibilité de parler de big data. C'est d'un côté, on peut stocker des données sans forcément avoir de lien entre elles au préalable. Donc après, on verra ce qu'on va en faire, ce qui est très bien.
Et deuxièmement, on a des architectures qui vont nous permettre de traiter des données de masse, aussi massives soient-elles, en des temps extrêmement courts, parce que si on a beaucoup de données, on doit les traiter en beaucoup de temps, c'est pas viable, on ne peut pas faire des choses avec. Donc ça et ça, plus autre chose qui s'est passé dans le monde il y a les 20 dernières années, dans le monde d'avant, on n'avait pas de données comportementales, on avait des données descriptives, on avait des données qualitatives, on avait des données transactionnelles, mais on n'avait pas de données comportementales. On ne pouvait pas, par exemple, analyser les flux qui sont en cours. On n'avait pas. Aujourd'hui, avec votre mobile, quand vous marchez, vous générez de la donnée. Et toutes ces données-là peuvent être récupérées en temps réel. Donc, position GPS, comportement d'achat, où est-ce que j'ai commandé mon hamburger. Exactement. Ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, sur quoi j'ai interagi. Donc là, avec l'avènement des réseaux sociaux, la donnée comportementale est arrivée. Le quatrième facteur qui facilite aujourd'hui aussi le monde de la big data ou de la profusion d'idées, de projets, c'est les objets connectés. C'est le fait de pouvoir aujourd'hui capter des informations qu'on n'était pas capable de capter. Quand je fais de l'agriculture, aujourd'hui, je peux par exemple poser des objets connectés qui vont, eux, capter des informations que je ne pouvais pas avoir, moi, en tant qu'agriculteur, sur une grande surface. Par exemple, la température, l'évolution en temps réel, la température, l'humidité. Exactement. Je peux même, à la limite, avoir presque en temps réel une vue sur l'état de l'évolution de la plante. Et voir qui permet d'optimiser la production, d'ajuster un certain nombre de choses. Donc, d'un côté, j'ai une nouvelle forme de base de données, des architectures, bien évidemment la vitesse de traitement de l'informatique, les nouveaux processeurs, et ce qui fait que ça a augmenté de manière exponentielle. J'ai des capteurs et j'ai de la donnée comportementale. Donc quand je prends tout ça, je me dis, tiens, quelque chose a changé dans le monde, il y a 10 ans, on est capable aujourd'hui d'imaginer des modèles d'analyse et de prédiction beaucoup plus élaborés parce qu'on peut mélanger des informations de différentes natures. Récupérer une information qui est liée à la météo, une information qui est liée à la démographie, une information qui est liée aux ventes, une information qui est liée au comportement des gens, mélanger tout ça et en faire quelque chose. D'où l'avènement de la big data. C'est là quand on dit big data, oui, parce qu'il y a de la volumétrie, il y a de la vélocité, il y a de la variété de variables à utiliser pour traiter, et puis il y a de la variation d'usage, parce que avec la même donnée, selon l'angle où je la regarde, je peux faire un traitement, je peux faire un autre traitement. Et puis il y a la véracité également. Parce qu'au niveau des réseaux, on peut collecter tout et n'importe quoi. On peut tout collecter, tout n'importe quoi. Ça peut être faux comme vrai. C'est pour ça que le filtre de départ, pour une entreprise, pour un gouvernement, pour n'importe qui, c'est le use case. Qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire qu'en gros, quel est le problème que je veux résoudre? Quel est le bénéfice que je cherche à avoir? Quel est le plus que je cherche à développer par rapport à mon activité, à mes particularités? Et c'est ça qui va conditionner la recherche de la bonne information en quantité, en véracité, ainsi de suite. D'accord. C'est pas l'inverse. Donc j'avais une question, mais au fait j'ai déjà la réponse à travers ce que vous avez expliqué. À partir de quand y a-t-il un seuil critique d'information à partir duquel on peut parler de big data? Mais si j'ai bien compris, c'est au fait la limite au-delà de laquelle on entre dans le monde de la big data, c'est la limite du système SQL. Dès qu'il n'arrive plus à gérer, on entre dans le big data en réalité. Il faut une nouvelle architecture. Oui, entre autres. Mais est-ce qu'il y a une masse critique d'information pour qu'on puisse parler de... Aujourd'hui, on parle de big data, on parle de smart data, on parle de plein de data. Ah d'accord, il y a des déclinaisons. Il y a des déclinaisons parce que ce n'est pas forcément une question. Il y a la logique de la big data qui induit des architectures particulières, des systèmes de traitement particuliers et des technologies particulières. Il y a la réalité du secteur, de l'entreprise ou du sujet sur lequel on a envie de travailler. Est-ce que l'information est disponible déjà? Parce que très souvent, vous prenez même de très grandes entreprises, ici, chez nous, ailleurs. Et ça, c'est ce qu'ont vécu toutes les grandes entreprises quand elles ont voulu aller vers la big data. Beaucoup d'entreprises ont pensé qu'elles pouvaient faire des choses extraordinaires. Beaucoup ont investi dans des grandes architectures et beaucoup se sont rendus compte, moi j'ai assisté à pas mal de séminaires à l'international, beaucoup se sont rendus compte que finalement c'était plus de l'ordre de l'investissement gadget qu'autre chose. Pourquoi? Mais est-ce un mauvais usage qu'ils ont fait de la big data? Non, juste qu'au lieu de partir du besoin, du use case, de ce qu'on veut faire, on est souvent, d'ailleurs ça arrive toujours dans le cycle de la technologie, on est parti par la séduction technologique et la capacité de brasser beaucoup de données. Et le fait de vouloir être précurseur au cas où, avant que les concurrents ne... C'est pas mauvais parce que ça leur permet de construire des cours d'expérience. En tout cas, il y a des gens qui ont fait des erreurs, ils ont payé, ils ont appris, et maintenant ils font différemment. Parce que, en réalité, aujourd'hui, la technologie est là, les possibilités sont là pour traiter des données de masse comme on veut. Ça, on est à un stade, j'ai envie de dire presque de banalisation de la technologie. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que j'ai les données? Est-ce que je suis capable de générer les données? Parce que si je les ai pas, est-ce que je suis capable de générer des données, de créer des expériences qui font que les gens, en utilisant des objets, des choses de ce type, vont générer de la donnée normalement, notamment. Voilà. Souvent, les grandes entreprises ont de l'information transactionnelle. Vous prenez une grande banque, elle va avoir beaucoup d'informations sur
les flux qui se passent à l'intérieur de ces systèmes. Vous, Rachid Achachi, chez vous, on a votre nom, votre prénom, votre CIN, votre adresse mail. Et puis, on a même au niveau de l'application des banques la nature de l'achat, c'est-à-dire loisirs, sport, nourriture. Si vous êtes un client qui passe beaucoup par la plateforme et qui achète en ligne. Électroniquement, là, ils ont encore plus de données qualitatives. Exact. Mais j'ai envie de dire, en gros, moi, en tant que grande entreprise, en tant que grande banque, je vais avoir de l'information descriptive sur Rachid Achachi. Mais je ne vais pas avoir beaucoup d'informations comportementales. Je ne suis pas capable de savoir, plus ou moins, beaucoup d'informations sur le parcours de vie. Je ne les ai pas dans mes systèmes. Oui, donc même quand j'ai envie de faire de la big data, les informations que j'ai dans mes systèmes ne sont pas suffisantes. Peut-on les acheter? Les acheter, les récupérer, bien évidemment, les amener en masse, oui, là, il y a plein de possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est que les informations transactionnelles existantes au sein des grandes entreprises ne sont pas seules suffisantes pour faire de la big data. Il faut forcément polliniser. Il faut aller chercher de l'info, c'est comme, tu vois, c'est comme un peu la nature. Il faut aller chercher des infos un peu à droite, à gauche, récolter, puis donner du sens à tout ça pour pouvoir faire des traitements big data utiles, pour pouvoir ensuite proposer des produits, des services, des expériences qui sont plus adaptés au profil de Rachid Achachi, pas à quelqu'un d'autre. D'accord, donc ça permet une meilleure segmentation du marché, j'oserais même dire une segmentation organique, vivante, qui évolue même en temps réel, en fonction de l'évolution des habitudes des consommateurs. Mais est-ce que ça pourrait avoir un impact positif, un peu rétroactif, sur le business model même de l'entreprise, qui est peut-être plus aussi adéquat par rapport à sa clientèle qui évolue en permanence qu'il ne le fut au moment de la création de l'entreprise. Donc il y a un impact au niveau produit, marketing, communication, mais y a-t-il un impact au niveau de la structure de l'entreprise elle-même? Il pourrait, en tout cas, ce n'est pas forcément généralisé dans tous les cas, mais ça pourrait arriver. Certaines entreprises aujourd'hui sont d'abord naturellement dans des secteurs, dans des activités où les fondamentaux ont beaucoup bougé. Donc le fait de s'intéresser à toutes ces données permet généralement aux dirigeants de revoir un peu leur stratégie, d'identifier des zones de création de valeur qu'ils n'avaient pas dans leur modèle initial, et de voir que, par exemple, globalement, la technologie a ramené la notion de désintermédiation et de réintermédiation. Donc on désintermédie d'un côté, mais on réintermédie. Quelque part, on recrée des technologies de réintermédiation. Et certains secteurs ont été sévèrement touchés. Là où l'offre de valeur faisait qu'on était obligé de passer par l'entreprise parce que, non, les marchés ont changé, on n'est plus obligé de passer par l'entreprise classique. Il y a des players de nouvel genre qui ont, eux, capté cette donnée-là. Ça se fait dans l'assurance dans le monde. Aujourd'hui, hein, les assurances éphémères, les micro-assurances, où les réglementations ne sont pas comme chez nous, vous obligent à avoir une assurance automobile annuelle, des choses de ce type. Dans certains pays, c'est fini, c'est mort. On capte l'intérêt, on capte le profil, on capte la donnée, et puis on fabrique des produits qui sont adaptés à des profils qui sont plus spécifiques. Donc on est dans la micro-segmentation des profils, et du coup, ça casse les business models. Donc le business model classique d'une assurance un peu à l'ancienne, partout dans le monde, est en rupture. Sauf dans les pays, bien évidemment, où il y a une réglementation protectrice encore, juridique, pour X ou Y raison, qui fait que, mais voilà typiquement des métiers qui sont totalement, qui ont été disruptés par la donnée massive. Parce que c'est grâce à cette donnée massive qu'on a réussi à faire des analyses plus pointues de profil, comprendre des besoins, proposer des expériences plus adaptées, et du coup, revoir la chaîne de production. Du coup, alors, avant, on faisait un contrat, on loquait une année et c'est fini. Ce qui permet d'ailleurs de multiplier les micro-marchés et donc de multiplier le taux de profit et de sortir de cette logique de standardisation. Moi, j'imagine toujours la chaîne de montage, même dans le domaine de l'assurance, la banque, on offre le même produit pour tout le monde, sans d'affiner. Ça, c'est mort, c'est fini. D'accord. D'où le fait que d'ailleurs les GAFAM ont une structure davantage horizontale, plus souple, plus flexible que des structures à l'ancienne avec une verticalité, une rigidité où la décision doit être prise d'abord en haut puis descendre vers le bas. Je veux dire que le marché aujourd'hui, avec cette logique notamment de big data, ne pardonne plus ce type de rigidité, de verticalité. Non, il vous casse. C'est comme si vous étiez hyper résistant face à une grosse vague qui arrive, il vous casse. Alors, il faut être comme un palmier face au vent, c'est-à-dire se plier. Je fais le lien avec un sujet, c'est tout le sujet de personnalisation de masse. Aujourd'hui, on a la capacité de faire de la personnalisation de masse à grande échelle. Si je vois un petit peu dans l'histoire du marketing, c'est ce que tu as dit, c'est un produit pour tout le monde. Les années 60, la même machine à laver pour tout le monde. Les années 50-60, fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait juste fabriquer le produit, puis faire un petit peu de claim, tout le monde était content, tout le monde voulait trouver le produit. Donc c'était, comme on dit, un one-to-many. Tu parles à tout le monde et tout le monde est content. Avant, c'est que le produit existe. Voilà. C'était facile de faire de la promotion, c'était facile de faire de la communication, c'était facile de faire du marketing, parce qu'il suffisait de mettre de l'offre sur le terrain, faire un petit peu de claim et ça marchait. Ensuite, vers les années 80-90, on a commencé à fonctionner de manière un peu plus segmentée. C'était pas one to many, c'est one to few. C'est-à-dire que moi, mon produit,
eh ben, il s'adapte à un segment qui est de quelques millions, mais il ne s'adapte pas à l'autre segment dans le même pays, dans le même environnement. Déjà, ça Je commence à commence peut-être segmenter. avec le toyotisme, parce qu'on parle de Oui, grands modes d'organisation du travail, donc oui, le Fordisme, et puis le toyotisme, c'est plutôt le flux tendu. exact. Donc en fait, on ne va pas produire telle quantité de couleurs et puis les mettre Mais sur des le segments. marché, mais on va adapter la production en fonction de l'évolution des goûts et des besoins des Alors, consommateurs et zéro stock. Enfin, on connaît les. Toyotisme, on est déjà dans la troisième ère, si je peux me permettre. Donc il y a une ère intermédiaire. Il y a une ère intermédiaire qui est la segmentation. En fait, D'accord. c'est un produit pour un gros segment. Déjà, on avait encore de gros marchés. On n'était pas dans l'atomisation, on n'était pas dans le micro. Et puis, à un moment donné, on a compris qu'en réalité, le consommateur, lui, il veut quelque chose pour lui, de personnalisé. Sauf que là, ça s'est heurté. Ça, toute la pensée one-to-one est arrivée pendant les années 90 en termes de marketing. Mais ensuite, on s'est heurté au fait que la technologie n'était pas prête pendant les années 90, les années 2000, à faire du one-to-one à large échelle. C'était compliqué, c'était très théorique. Bon, j'ai baigné dedans pendant les années 90. C'était sympa, c'était agréable intellectuellement, mais techniquement, vous sortiez de votre bureau, vous n'avez pas de connexion Internet. Il n'y avait pas le smartphone et la connexion. On était vraiment dans un monde très rudimentaire en termes de technologie. Donc, c'était pas possible de faire de la personnalisation de masse. Mais le concept était là. Voilà. Mais l'idée était là. On savait très bien que directionnellement, pour continuer à satisfaire le consommateur, à le toucher, il fallait quand même lui proposer une expérience personnalisée. On ne parlait pas d'expérience à l'époque. Hein. C'est les mots du moment. De produit. Moi, je suis un ancien qui utilise les mots du passé, les mots d'aujourd'hui. Vous faites un anachronisme. Exact. Donc, en fait, comme les technologies ont évolué, maintenant, l'entreprise n'a plus de prétexte, je vais vous dire. Elle peut plus se permettre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, faire du one-to-one à large échelle, ce que tu expliquais tout à l'heure comme de la micro-segmentation pour adresser, c'est le one-to-one à large échelle, de masse, at scale, comme on dit. Elle n'a plus de raison de ne pas le faire. Les technologies permettent de le faire. Elle n'a pas d'alibi. Elle n'a pas d'alibi, c'est fini. Non seulement elle n'a pas d'alibi. Après, les moyens, la question des moyens financiers pour accéder à cette Oui, mais c'est faux débat. Très honnêtement, faux débat. Donc même une PME marocaine, même une PME marocaine peut faire de la smart data. En fait, c'est pour ça que je dis, il ne faut plus regarder le sujet sous l'angle de la technologie ni sous l'angle du coût. Il faut d'abord le regarder sous l'angle du use case. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, dans mon métier, dans mon activité, est-ce qu'il y a des poches de valeur ajoutée à aller chercher, des opportunités, des choses? Moyennant la mise en place de technologies, je peux les capter, les récupérer. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment ça rentre dans mon processus à la fois de captation de la demande du marché, mais aussi de production, de livraison. Donc, il faut voir la chaîne de traitement dans sa globalité. Donc, la smart ou la big data est un outil et pas une fin en soi. Non, outil. Donc il y a des PME qui peut-être n'en ont pas besoin, ça dépend de leur nature d'activité, mais d'autres qui en ont besoin doivent d'abord définir le besoin et puis de voir dans quelle mesure ça permettrait de répondre à ce besoin-là et d'y aller, d'investir et de voir le retour de ces investissements. Parce qu'aujourd'hui, on peut soit s'équiper en interne de toutes les technologies qu'il faut, soit simplement s'abonner à des technologies existantes qui permettent de faire de la big data sans forcément tout avoir chez soi, sans avoir la grande direction. Infiniment moins cher parce que c'est aujourd'hui, encore une fois, parmi les choses qui ont changé dans le monde, c'est qu'on est passé à un monde on demand, c'est à la demande. Moi, j'ai besoin de choses. En tant qu'entreprise, j'ai pas forcément besoin, c'est les notions de cloud qui ont accompagné toutes ces technologies, l'arrivée de la big data, j'ai plus forcément besoin. En tant que petite entreprise, de PME ou entreprise agile, j'ai pas les moyens de me payer une grande DSI avec tout le savoir-faire et la maintenance des systèmes. C'est bête de continuer à le faire, honnêtement, aujourd'hui. Je m'abonne, j'achète du service, je vais dans des plateformes cloud, je choisis, comme je fais mon marché, comme si j'étais dans un supermarché, je rentre dans le rayon, je pense qu'il me faut je veux ça et ça et ça, je les mixe, je travaille. Je traite aujourd'hui 1000 transactions, je prends un dimensionnement pour 1000 transactions. Mon business est florissant, je passe à 10 000, j'appuie sur un petit bouton et j'augmente ma capacité pour 10 000. Donc du coup, c'est agile, c'est scalable et ça permet d'expérimenter au lieu de mettre tout l'argent. En fait, c'est comme si, je vais faire le parallèle. Imaginons que vous voulez faire un projet, vous avez quelques millions de dirhams, vous avez le choix de deux choses. Soit vous prenez l'argent, vous l'immobilisez dans le magasin, et vous n'avez plus d'argent ni pour l'aménager, ni pour ramener la clientèle, mais vous avez un magasin et puis c'est de la valeur patrimoniale. Soit vous dites, je loue le magasin et je prends l'argent, je génère du flux, je fais tourner l'affaire et puis finalement, j'ai même pas besoin d'acheter le magasin. Ça, c'est vraiment le modèle anglo-saxon. Ouais, le fluide nomade. C'est fluide, c'est les flux, c'est la culture des flux. Aujourd'hui, pas au stock, mais au flux. Voilà. Aujourd'hui, avec le cloud, big data, c'est une logique de flux. C'est plus une logique patrimoniale. Donc du coup, une PME peut se permettre de penser big data. Et j'irai même plus loin, peut-être, je suis un peu corporatiste dans les perspectives médiévales de corporation, mais peut-être même quand, imaginons le cas de 10 PME marocaines qui travaillent dans l'export. Et qui peuvent se mettre ensemble pour faire des choses. Donc ils ne sont pas en concurrence au niveau du marché national. Tout à fait vrai. Elles peuvent mutualiser les dépenses pour accéder à une gamme supérieure. Tout à fait vrai et même très souhaitable. Et même pour les entreprises qui font de l'export, il y a un principe général. Chez les startups,
Et chez les entreprises qui font de l'export, c'est de chasser en meute. Voilà, il faut arrêter de chasser même rivaliser avec un grand groupe étranger. Oui, bien évidemment. 40 PME, ça peut faire le point. Mais bien évidemment, elles peuvent se mettre ensemble par rapport à des... Vous exportez un produit dans un marché, vous avez besoin de continuer en permanence à lire le marché, à capter de la donnée, à l'analyser, à comprendre le consommateur, à comprendre l'offre, à comprendre la concurrence. Vous, tout seul, ça va vous coûter super cher, mais par contre, effectivement, si vous mutualisez et vous mettez en place un système de captation de données et de traitement pour vous tous, oui, ça permettrait de partager la data. Ça a totalement du sens, bien évidemment. D'accord. Alors après, bon, au niveau juridique, il y a la question de l'intimité des gens. Parce que quand même, on collecte des données des gens. Alors il y a des pays qui ont une législation qui oblige les entreprises à garantir l'anonymat de l'identité de la personne. Et ben, si jamais l'anonymat est levé, il y a une manière d'éliminer cette information qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que l'anonymat n'est pas garanti. Alors qu'en est-il au Maroc par rapport à ça? Écoute, au Maroc, on n'est pas très très loin, j'ai envie de dire, pour être honnête, en termes en tout cas de dispositifs législatifs, et tu le sais bien, au niveau de la CNDP. Je trouve franchement le Maroc est quand même très bon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites d'ailleurs ces dernières années. Honnêtement, je m'intéresse au sujet de la techno depuis 1998. Donc je peux te dire que en 98-2000, on parlait dans d'autres pays européens de la donnée personnelle, on n'en parlait pas ici. Mais depuis 10-15 ans, c'est un vrai sujet, bien installé, ça rentre, ça prend du temps, mais on a fait du chemin, la vérité, par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, la donnée personnelle, alors les données personnelles très sensibles, qui sont liées comme des données sur les comptes bancaires, la CIN, des choses qui sont liées à la vie pénale ou des choses de ce type, c'est hyper sensible. Mais il y a plein de données personnelles qu'on peut récupérer, comme le nom, le prénom de la personne, des choses. Et aujourd'hui, en termes de technologie, on peut tout hacher, on peut tout cacher. En fait, déjà, c'est des algorithmes qui traînent. C'est pas des gens derrière un écran qui vont voir qui vous êtes. Et... Oui, mais donc il y a tel flux que c'est une aiguille dans une boîte de foin, je veux dire. Mais on peut toujours donner à un opérateur la possibilité d'aller zoomer sur une personne. Donc du coup, quand on crée un système Big Data en général... les GAFAM qui le font pour le compte de la NSA. Exact. Non, mais quand on crée un système généralement de données de masse, on a la possibilité, quand on récupère de la donnée personnelle, de la hacher, simplement. De tout simplement faire en sorte qu'on fasse de rachid hashi un simple code quelque part que personne n'identifie. De manière à ce qu'on puisse tirer le fil de l'analyse sans dévoiler l'identité de la personne. Un peu comme les correcteurs, les copies qui corrigent, il n'y a pas les noms. Il n'y a pas les noms, exactement. C'est très faisable, c'est facile, les technologies sont extrêmement faciles pour faire ce type de choses. Après, il faut qu'il y ait l'éthique, parce que derrière, chez les gens qui travaillent sur les données, c'est fondamental. Et puis, il faut que la réglementation, l'application de la réglementation se fasse, parce que oui, la protection de la donnée personnelle est quelque chose de fondamental, et je pense qu'on peut faire de la bonne big data tout en restant éthique, parce qu'après, ça peut ouvrir la porte à plein de dérapages qui sont pas forcément bons. Oui, d'ailleurs, il y a eu un usage même politique durant les élections américaines, on se souvient de l'affaire Cambridge Analytica, voilà, donc effectivement, il y a des dérives possibles. Alors, il y a un autre élément, si on pousse la logique jusqu'au bout, alors dans le domaine industriel, c'est un peu compliqué, mais restons dans les services. Au fait, à terme, on va vers une logique de produits littéralement individuels. C'est-à-dire one man, un produit. C'est vraiment du sur-mesure de plus en plus. Après, moi, la question qui m'interpelle, c'est un peu la déshumanisation de l'activité économique, notamment par le big data. Parce qu'on voit des fois, par exemple, on est en train de parler d'une marque de voiture donnée, bon, je vais me connecter, il y a une pub comme par hasard qui monte. Donc il y a une captation du son également qui est faite, et ça tout le monde l'a expérimenté avec Facebook, avec Instagram. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont une maladie donnée, qui font des recherches sur Google par rapport à leur maladie, qui peut être mortelle, par exemple stade terminal de cancer, et puis on va vous donner des pubs de cercueil. Voilà. Donc il y a un côté même si l'anonymat est garanti, mais le retour en termes de marketing et de communication est horrible des fois. Oui, effectivement. C'est là où je parlais tout à l'heure d'éthique de traitement de la donnée, parce que avec la pratique, vous savez, au début, quand on s'intéresse à la big data, à la technologie, il y a le côté, il fait que la technologie, c'est super, c'est génial, ça fait plein de choses. En réalité, on se rend compte que la technologie est toujours bête. La technologie est simple, elle est bête. C'est l'humain qui est derrière, et c'est ce qu'il a envie d'injecter dedans qui donne à la technologie sa puissance. Qui peut la limiter, la canaliser. Si l'éthique est aux commandes, les gens qui vont travailler sur des algorithmes de reconnaissance, d'hyper-ciblage, doivent tenir compte d'un certain nombre de clusters sensibles. Établir des filtres. Faire en sorte que, par exemple, les maladies, la mort. Je veux bien te parler des voitures, je viens te parler de l'immobilier, je viens te parler des freins, je viens te parler des parfums, mais peut-être il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je m'interdis de te solliciter ou de faire de la perte. Et c'est pas compliqué à faire, à partir du moment... J'ai les données, j'ai un travail de clusterisation qui fait que je vais te mettre dans un cluster ou un autre, ainsi de suite. Et du coup, je vais pouvoir à toi t'adresser des communications spécifiques. Certains clusters peuvent être hypersensibles, on n'y touche pas à la limite. On peut les mettre un peu en blacklist et on fait en sorte de ne pas. Après, c'est une question de décision, d'éthique, parce que eux, ils vont évaluer la taille des marchés, ils vont se dire finalement, pour les cercueils, machin, il y a aussi un gros pognon de publicité à faire.
population vieillissante, je peux les comprendre. En gros, ils se disent, bah, attends, si j'enlève les vieux, j'enlève les cercueils, j'enlève les dentiers, j'enlève tout, j'ai plus rien à vendre. D'accord. C'est pour ça que je dis, c'est une question d'abord d'éthique chez les gens qui fabriquent les technologies, les algorithmes, parce que les algorithmes sont bêtes, hein, contrairement à ce que les gens croient. Et ils restent bêtes. Ils exécutent des choses qu'on leur demande de faire. L'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain, pour l'instant, ça relève davantage de voilà. Alors, il y a une autre question par rapport à cet aspect-là, c'est que toute innovation détruit et crée. Ce qu'on appelle la destruction créatrice chez Schumpeter. Et donc forcément, la big data va en même temps faire des ravages dans une logique darwinienne, mais en même temps créer de nouveaux jobs, de nouveaux emplois. Alors l'élément humain, à quel moment il intervient dans la big data? En amont, en aval, pendant? Ou est-ce que les algorithmes font l'économie de l'élément humain une fois le process mis en place, une fois l'architecture mis en place? Alors, c'est une bonne question et c'est un bon sujet. C'est le même qu'on se pose quand on réfléchit. Parce que les filtres éthiques que vous parlez, c'est l'humain qui les met, par exemple. Oui, mais ça, c'était par rapport un peu à la modélisation d'un algorithme qui va lui faire des traitements, machin. Oui. Maintenant, en tant qu'entreprise qui va utiliser de la nouvelle technologie, que ce soit de la technologie liée à la big data ou à l'IA qui est totalement liée à ça, après, je le fais parce que j'ai un intérêt à le faire, parce que je cherche à avoir un avantage compétitif, parce que je cherche à réduire mes coûts, parce que je cherche à améliorer mon processus, à proposer une expérience. Donc c'est en amont. Alors, moi en tant que dirigeant, par exemple, d'entreprise, bien évidemment, j'ai des problématiques de stratégie, de développement, de business, de rentabilité, et je cherche comme toute chose. Comme quand je vais m'équiper d'une machine industrielle, c'est la même chose. Gagner du temps, réduire le temps de production. Donc, sur ça, il y a deux écoles et deux cultures. Soit on utilise la technologie pour augmenter les capacités humaines, en disant par exemple, moi de toutes les manières dans mon métier, c'est hyper fondamental de garder le contact humain parce que c'est quelque chose qui crée du lien, c'est quelque chose qui renforce la proximité, ainsi de suite. Mais moi, l'opérateur que j'ai dans mon entreprise, pour qu'il serve mieux à Rachid Hachachi, je vais le booster par de la technologie, je vais lui donner la possibilité. Un salarié augmenté. Exactement. Quand il est en contact, c'est ça la notion d'augmenter, mais au sens positif. C'est-à-dire comme si je lui achète une machine dans le cadre industriel pour qu'il soit plus productif. Voilà, et je lui donne, alors qu'est-ce que je fais? Je récupère plein de données, je fais des traitements, je fais des prédictions, je fais des choses, et je les mets à sa disposition, à son intelligence à lui, pour que lui puisse mieux traiter la relation avec ce client. Là, c'est le côté extrêmement positif, très intéressant de toutes ces technologies. Elle ne détruit pas forcément un job, mais au contraire, elle peut accroître sa productivité. Exactement. Elle permet d'améliorer la valeur apportée dans le contact avec le consommateur, avec le client, dans l'offre de valeur, parce que simplement, on a permis à cette personne de mieux faire son job. Parce que dans un job, quel qu'il soit, il y a toujours une part de travail qui est une part pas très intelligente et pas sexy, pas intéressante, donc répétition, batch, et puis une part dans laquelle il y a la sensibilité humaine, il y a le retour d'expérience, il y a la connaissance. Même quand on voit un peu toute l'évolution de l'IA, on comprend que tout le côté créatif, tout le côté émotionnel, tout le côté vraiment de grande valeur chez l'humain n'est pas impacté par l'IA en réalité, sauf un peu dans les fantasmes et certains laboratoires. Mais dans la réalité qu'on voit en tout cas dans le monde, l'IA c'est un outil qui va permettre à cet humain-là de se débarrasser d'un certain nombre de choses qui sont franchement sans aucune valeur ajoutée. Avec le temps, lui-même les fait sans plaisir à le faire. Ça ne lui permet pas de se développer, ça ne lui libère pas de l'espace pour qu'il puisse lui explorer, se former, s'améliorer. Maintenant, s'il a l'ambition de le faire, parce que c'est un autre sujet, il peut ne pas avoir l'ambition de le faire. Mais en réalité, la technologie bien utilisée va permettre simplement de permettre aux opérateurs humains qui sont en train de bosser de mieux faire leur job. Maintenant, bien évidemment, dans certaines chaînes de valeur, il y a des endroits qui vont être bouffés par la technologie qui vont faire qu'il n'y a plus d'humains. Pour la simple raison que les jobs en question, c'était simplement des choses processées, simples, qui ne demandent, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de décision, rien. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et on traite et on passe. Donc là, oui, la technologie vient et bouffe l'espace. D'ailleurs, on le voit même dans le domaine des RH, des ressources humaines, où il y a des boîtes américaines, on ne va pas citer de nom, mais où il y a des salariés qui doivent scanner des cartons, qui doivent être livrés partout dans la planète. Il y a une moyenne qui est établie du nombre de cartons scannés par minute. Si jamais vous descendez 3 fois au-dessous de la moyenne, sur votre tablette, vous recevez le licenciement. Vous êtes licencié, au revoir. C'est rare quand même. Alors que pendant très longtemps, le licenciement quand même était un rituel. On invitait au bureau la personne, on la remerciait, on lui parlait gentiment. Donc il y avait une dimension psychologique parce que c'est dur pour l'autre qui a une vie. Là, c'est automatisé. Il y a une moyenne à la big data. Enfin, c'est smart. C'est pas des big data, c'est peut-être des plus petits à l'échelle de l'entreprise. Algorithme de calcul simplement. Oui, mais la logique elle est la même. C'est-à-dire on optimise. Voilà, on cherche à optimiser de manière algorithmique et à la fin on a des gens qui sont licenciés par message. Au revoir. Après, encore une fois, la technologie c'est comme toute chose. Chacun l'utilise selon son éthique. On peut couper des oignons, comment on peut tuer quelqu'un. Il y a des gens qui utilisent la technologie pour améliorer les conditions de travail
travail, machin, mais aussi pour gagner en productivité, aussi pour gagner en coût et gagner en rentabilité. Il y a des gens qui servent juste à charcuter les coûts. Dans tous les cas, ils n'ont rien à fiche de l'élément humain. Mais c'est des cultures managériales, elles n'ont rien à voir avec la technologie. Il faut aller chercher dans la culture managériale, il ne faut pas aller chercher dans la technologie. La technologie est un moyen. Ne pas attribuer à la technologie des torts qui relèvent du management. Encore une fois, on le dit souvent, c'est comme un flingue. Je te donne un flingue, ça dépend de ce que tu en fais. Tu peux le regarder et puis le poser. Tirer sur des bouteilles vides, sur des gens. Le premier venu, après c'est une question de psychologie. Il y a un dernier élément que j'aimerais aborder, ce qu'on appelle les open data. Ouais. Alors, des fois, on a des boîtes, notamment dans l'industrie pharmaceutique ou automobile, qui ont des données par rapport à, je sais pas, une tendance, une technologie, mais elles n'ont pas les moyens de les valoriser. Et elles savent qu'il y a un concurrent qui a de l'avance, qui lui va le faire. Donc, qu'est-ce qu'elles mettent? Elles rendent publiques toutes ces données-là, un peu comme pour diluer l'avantage compétitif de leurs concurrents, en permettant à tout le monde d'y accéder. De construire l'offre de valeur autour de ça. Comme moi, je ne peux pas, donc personne ne le pourra, je vais partager avec tout le monde. Et certains disent que même c'est l'avenir des big data. Je ne sais pas si c'est l'avenir de la big data, mais la big data se nourrit de l'open data. Elle a besoin de données massives. Donc forcément, là où elle va trouver de la donnée utile, elle en a besoin. Après, le cas que tu illustres, moi j'ai envie d'en parler peut-être différemment. C'est dans notre environnement local ici, il n'y a pas réellement d'open data. Et l'open data, entre guillemets, qu'on met à disposition des gens, quand on la prend, quand on la charge, on a juste envie de l'effacer de notre ordinateur parce qu'elle occupe une place inutile, pour être honnête, donc ça ne sert à rien. Alors qu'en réalité, l'open data, voilà. Par exemple, je prends un pays comme le Maroc. On peut réellement, et ça c'est une conviction que je porte personnellement, je pense qu'on peut favoriser le développement d'énormément de startups dans ce pays si réellement on joue le jeu de l'open data, si on permet aux gens d'avoir de l'information pour qu'eux viennent investir et monter de l'intelligence pour pouvoir en faire quelque chose. Affiner leurs produits, leur communication. Et là, par contre, il y a énormément d'expériences partout dans le monde. Et clairement, un des facteurs qui a développé beaucoup de startups dans le monde, c'est le fait que dans leur pays, les pouvoirs publics ont joué le jeu de l'open data. Parce qu'à la limite, moi, quand j'ai des cerveaux intelligents en matière de traitement de données, il faut juste que je leur donne de la donnée publique, anonymisée, mais massive. De la vraie donnée. La donnée sur des flux, la donnée sur les entrées, les sorties, données sociodémographiques. Aujourd'hui, on a très peu de données réellement. Effectivement, le droit d'accès à l'information, déjà, c'est encore problématique et du retard. Et puis d'accès à la donnée vivante, parce qu'il y a deux types de données au moins. Oui, donc, je parle de données. Il y a données mortes en stockées, puis il y a la donnée vivante en permanence. Je parle de données vers laquelle je peux me connecter via une API, vers un web service, et qui, tout en étant généré à sa source et généré chez moi, pour que je puisse en travailler, parce que me donner des fichiers qui datent de 2019, c'est joli, mais... Ça sert à rien. Donc, moi, quand on parle de transformation digitale, de l'administration au Maroc, vous savez, donner juste de la bonne data à des jeunes, à des gens, et on peut être surpris du nombre d'applications qu'on peut sortir dans notre pays grâce à l'open data. Du coup, l'open data est un bon... avec plein d'idées, mais malheureusement pas de capital, pas accès à l'information. Tu n'as pas de données. Puis même si tu vas avoir accès à la donnée, il faut être très proche des gens. Ça devient même le truc un peu qui favorise la rente. Je suis désolé, c'est malheureux. Hein. Je veux dire, même dans maintenant la technologie, on est en train de reproduire les mécanismes de Bak Sahbi, toi tu rentres, toi tu as accès à l'information, toi tu n'as pas l'information. C'est malheureux. D'ailleurs, j'avais vu, relativement dernièrement, le cas d'un jeune Marocain qui avait obtenu un classement, je crois, 2e ou 1er ou 3e, dans un concours de technologie grâce à une application qu'il a développée pour, un peu comme Waze et Google Maps, mais pour le stationnement. En fait, c'est génial comme idée, notamment dans des villes comme Casa. Et donc, ça vous dit que dans 200 mètres, vous tournez à droite, il y a une place. Mais le problème, il faut des caméras partout, il faut du flux, il faut de l'information, il faut la data. On n'a pas de caméras partout. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a tout un débat sur la question d'intimité dans l'espace public. Mais cette application, elle pourrait se vendre malheureusement à l'étranger, à prix d'or, dans les grandes métropoles européennes, mais le Maroc ne pourra pas l'utiliser parce qu'effectivement... C'est ce qui fait qu'on pourra très difficilement, à partir du Maroc, générer des startups qui peuvent grandir dans le monde parce qu'on ne leur donne pas les conditions de data, d'information pour qu'elles puissent avoir de quoi élaborer des modèles poussés. On parle même pour pas avoir de la fiscalité, l'accès au foncier... Imaginons que vous avez face à vous un entrepreneur résilient qui a les moyens, qui a l'expérience, qui se débrouille, qui arrive. Imaginons qu'on a tout ça, sachant que ça n'existe pas toujours. Mais on ne lui donne pas l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des startups internationales, israéliennes, américaines, anglaises, beaucoup ont créé des choses super intéressantes parce que simplement, elles avaient accès à beaucoup de données, elles ont pu expérimenter, innover, se dire, tiens, quel est le pain point des gens? Les gens ont mal ça, le stationnement, donc je peux trouver une information, la prendre, la récupérer, monter un modèle, des choses de ce type. Mais nous, on n'a pas ces données dans la plupart des sujets, dans tous les sujets. Même la donnée, j'ai envie de dire moi-même, statistique de base démographique. Imagine par exemple, demain, tu es une banque et tu as envie de trouver le meilleur endroit pour installer ton agence bancaire.
La big data peut jouer un rôle, hein, si tu prends tout ça. Ah oui, déjà, il y a un recensement de la population tous les 10 ans, Ouais. ce qui est problématique. Mais va demander de l'information détaillée sur Ah la oui, mais population. moi-même, j'ai travaillé là-dessus. Effectivement, j'avais d'énormes difficultés à trouver des informations, pourtant très simples, relatives à notamment l'évolution de l'indice fécondité, dont les assurances ont besoin, les banques également. Il y a le taux de mortalité infantile. Je n'ai pas besoin d'une évolution chaque 10 ans, mais un truc un peu plus. Mais juste que tu as besoin de quelque chose de plus granularisé. Exactement. À une échelle basse pour que tu puisses jouer avec beaucoup de paramètres, les combiner à d'autres. Faire des modèles de simulation, des perspectives. Mais malheureusement, non. Par exemple, voilà des données qui existent, qui ne sont pas exposées. Et il n'y a même pas, j'ai envie de dire, une démarche reconnue. Je peux comprendre qu'elles ne soient pas exposées, mais je peux aussi comprendre qu'il faille mettre en place des processus pour qu'on puisse sélectionner des gens qui ont les conditions pour pouvoir accéder à ces données et les garanties pour pouvoir en faire quelque chose. Ni là, ni là. Elles ne sont pas exposées, mais en même temps, on ne sait pas par où passer pour pouvoir discuter, avoir des choses. Et voilà. Donc, du coup, si on veut faire de l'innovation basée sur la donnée publique, il faut oublier au Maroc. Donc, pour résumer, on dirait que pour les startups marocaines qui voudraient utiliser cette technologie-là pour gagner en compétitivité, eh ben, ils ont le choix soit entre s'exporter vers l'étranger, d'accord, et de quitter le Maroc, ou bien de rester au Maroc, d'orienter leur activité de service, par exemple, vers l'export, et pour cela se connecter à de la big data étrangère et marocaine pour livrer des services à des marchés européens et encore faut-il qu'ils aient la culture de vie dans ces pays pour pouvoir mettre le doigt sur le problème à résoudre par la donnée qui va en sortir. C'est ça la difficulté. Disons qu'on a quand même une jeunesse aujourd'hui assez connectée, plutôt davantage anglophone de plus en plus que francophone, qui est plus connecté au grand temps. Mais bon, écoute, ça fait pas. Honnêtement, Rachid, c'est pas la même chose que quelqu'un qui habite en Occident, on est d'accord, ça vaudra jamais ça. Mais généralement, un projet, ça part d'un pain point, ça part de quelque chose qui dérange, d'un problème à résoudre, de quelque chose où, chez nous, par exemple, pouvoir trouver un taxi en route, ça peut être sympa d'avoir une application qui te dit tiens, il y a un taxi qui passe tout de suite là. C'est même pas la peine d'aller dans cette rue, d'aller là. Ou des rues où il n'y a pas de gardien de voiture. Il n'y a pas de garage à voiture. Non, de gardien de voiture. Ça, par contre, ça peut être sympa. Bon, il n'y en a pas beaucoup de rues. Anti-gardien. Bah oui, il y a 4 gardiens par rue, à un certain moment, il faut arrêter, mais bon. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de champs d'innovation possibles grâce à l'open data. Mais bon, et encore faut-il avoir de la bonne donnée sur lesquelles donner aux gens de la matière à moudre. Et ceux dont tu parles tout à l'heure, ceux qui vont rester ici, qui vont essayer de prendre de la donnée internationale, oui, ils peuvent techniquement la traiter, mais encore faut-il qu'ils mettent le doigt sur un vrai problème qui va être résolu par leur application de cette donnée-là, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, merci infiniment, Nabil Hafad. On aurait aimé en débattre plus longtemps, mais peut-être avec plaisir. On en parlera prochainement. C'est un sujet de passion, tu m'appelles quand tu veux. Non, mais la prochaine fois, ce sera l'intelligence artificielle et tous les fantasmes qui y autour. Ça serait bien un peu de déconstruire tout ce qui se dit autour. Effectivement, il y a des gens qui se projettent dans des futurs pas forcément positifs. On parle du transhumanisme, des puces implantées pour optimiser la capacité à traiter de l'info au niveau du cerveau. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi. Et merci infiniment à tous les gens qui nous ont suivis. Et on vous donne rendez-vous le lundi prochain à midi pour un nouvel épisode.